Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage, on va parler de la Guinée équatoriale. Le parti au pouvoir a expulsé 42 de ses militants, parmi lesquels plusieurs anciens cadres du régime, pour leur participation présumée à un coup d'État que Malabo affirme avoir déjoué fin 2017. Le Parti démocratique de Guinée a décidé l'expulsion définitive de ses frères et militants pour leur participation à la tentative de déstabilisation de la Guinée équatoriale, vainement perpétrée le 24 décembre 2017 sous le patronage d'un groupe de terroristes et de mercenaires. C'est selon une résolution du PDGE prise vendredi à l'issue de la tenue d'un conseil de discipline du parti. On va parler du sujet avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Décidément, l'affaire de coup d'État n'est pas terminée en Guinée équatoriale. Mais, bizarrement, il faut d'abord qu'on clarifie cette affaire de coup d'État pour que cela puisse avoir une fin. Parce qu'au départ, on l'avait plutôt exploité en disant que c'est des étrangers, parce qu'ils ont cité des pays, des puissances étrangères, c'est l'expression qu'ils avaient utilisée. Ils en avaient profité également pour accuser l'opposition. Mais ce qui pose problème, c'est que c'est le énième coup d'État dont parle l'État de Guinée équatoriale, où à chaque fois on a profité pour accuser des gens de l'opposition qui ont été obligés de fuir le pays parce qu'ils risquaient d'être condamnés à des peines extrêmement lourdes. Mais pour ce cas-ci, il n'y a pas encore le procès. On n'a pas encore clarifié les choses pour qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Il y a encore des zones d'ombre. Et avant même le procès, on a déjà trouvé des accusés, des coupables, et on a chassé quelques membres au niveau du parti, et le nombre est quand même important. 42 personnes qu'on accuse d'avoir participé à un coup d'État, ça commence à ressembler à ce qui s'est passé en Turquie, où le nombre de personnes impliquées est vraiment extrêmement grand. Est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que le pouvoir équato-guinéen avait envie de faire une purge en son sein? C'est à cela que les gens pensent quand on regarde certaines parmi les personnes qui ont été exclues. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y avait pas une dissidence dans le parti? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui, de façon démocratique et de façon responsable, ont à un certain moment dit aux gens, attendez, on en fait trop. Il faut quand même que la Guinée équatoriale ressemble à un pays normal et qu'on revoie, qu'on réforme un certain nombre de choses. Est-ce que le coup d'État n'a pas été un alibi, une occasion effectivement pour faire une purge et faire en sorte que ces gens-là puissent quitter le navire parce qu'ils sont en train de demander à ce que le navire change de cap, alors que ceux qui sont dedans ne veulent pas changer de cap? Parce que quand on voit un ancien ambassadeur du Tchad, au Tchad plutôt, parmi ceux qui ont été exclus, quand on voit même, et c'est quand même une interrogation, l'ex-directeur de la sécurité présidentielle, qui lui-même fait partie de ceux qui ont été chassés du parti, il y a le fils du ministre de l'Intérieur également, il y a un juge de Bata, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas des personnes qui étaient en train de gêner? Et comme on dit l'expression, quand on veut noyer son chien, on l'accuse simplement de rage. On profite du coup d'État pour également se débarrasser de ceux qui posent problème à l'intérieur. Mais il se fait que la rage ici, c'est un coup d'État et c'est un acte suffisamment grave. Oui, c'est un acte suffisamment grave, mais comme je l'ai dit au départ, on n'a pas encore élucidé cette affaire. C'est tellement vrai que quand il y a coup d'État, quand le coup d'État ne marche pas habituellement, on sent le soutien des autres pays par rapport au pouvoir constitutionnellement établi. Ici, le soutien n'était pas là. C'est tellement vrai que le président lui-même s'est plaint en dénonçant le manque de soutien des autres pays africains à l'époque par rapport à ce coup d'État. Puisque par rapport au coup d'État, les gens ne comprenaient plus rien. On disait qu'il y a des gens qui sont venus de Centrafrique, il y a des gens qui sont venus du Tchad, il y a des gens qui sont venus du Soudan. Bon, la Guinée équatoriale, par rapport à ces pays, la distance est extrêmement grande. On nous a fait croire également qu'ils sont venus par la route. Bon, comment ils ont traversé toutes ces frontières avec des armes? Ou bien est-ce que c'est à l'intérieur de la Guinée équatoriale qu'on leur a donné des armes? Il y avait quand même des zones d'ombre dans cette affaire de coup d'État, de sorte que même au niveau de l'Afrique, on n'a pas trop senti les gens aller dans le sens de soutenir le pouvoir légal parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments permettant d'étayer cette tentative de coup d'État
dont on a parlé à la fin du mois de décembre. Alors, le parti Convergence pour la démocratie sociale avait dit, avoir rappelé dans un communiqué en mars que cette tentative de coup d'État a été organisée au sein même du PDGE, ce qui confirme et justifie le mécontentement généralisé. Et aujourd'hui, ces expulsions semblent confirmer la thèse là. Oui, c'est tout le problème. Ils avaient effectivement réellement pris leurs responsabilités en mars en disant qu'il ne faut pas aller chercher les choses ailleurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à l'intérieur du parti qu'il y a une dissidence. C'est à l'intérieur du parti que les gens se rendent compte que le cap qu'on a pris n'est pas le bon et que ça ne peut pas continuer. Et donc, le coup d'État n'est pas venu de mercenaires de l'extérieur, parce qu'on parlait d'une trentaine de mercenaires, mais le coup d'État est venu de l'intérieur du parti. Et comme ils le disent, ce coup d'État montre que le mécontentement est généralisé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même du Parti démocratique de Guinée équatoriale, il y a des mécontents, et eux, ils l'avaient dit clairement, ce sont ces mécontents de l'intérieur qui ont voulu faire un coup. Quand j'ai cité tout à l'heure l'ex-directeur de la sécurité présidentielle, s'il doit participer à un coup d'État, il doit avoir suffisamment de raisons pour le faire, parce que c'est la personne qui, quand elle participe à un coup d'État, capturera certainement très facilement le président, puisqu'il est chargé de sa sécurité. Et puis le ministre de la Sécurité lui-même, à l'époque, avait dit que ce coup avait été perpétré par des mercenaires qui ont été contactés par des Équato-Guinéens militants de certains partis d'opposition. Aujourd'hui, quand on rentre dans le parti au pouvoir lui-même, bon, apparemment, côté communication, ça va dans tous les sens, là. Mais effectivement, c'est pourquoi j'ai dit que ce coup d'État n'a jamais été élucidé. Ces zones d'ombre que les gens disaient à l'époque, alors que le président de Guinée équatoriale ne voulait pas du tout en entendre parler, en faisant comme si les gens avaient tous les éléments par rapport à ce coup d'État, c'est ça qui revient. Parce qu'effectivement, au départ, c'est l'opposition qui a été accusée, et souvent, c'est ce qui a été fait en Guinée équatoriale. On profite à chaque fois d'un événement déterminé pour accuser les opposants, et c'est pourquoi une bonne partie des opposants sont en exil. Ils ne sont pas sur le territoire. À chaque fois qu'il a voulu organiser une conférence nationale, il est obligé de faire à la limite la cour pour que les opposants viennent, parce que les opposants ne sont pas sur place. La preuve, à part les dernières élections législatives, où il y a un seul député de l'opposition au niveau du Parlement, il n'y en avait pas. C'est eux qui raflaient tout. Oui. Mais dans ces conditions, on ne peut pas être surpris qu'à l'intérieur, qu'il y ait des gens qui ont un esprit démocratique, qui considèrent que quand même, ce n'est pas une royauté, ce n'est pas la propriété de la famille Théodoro ou bien Nguema, et qui disent aux gens, mais attendez, il faut quand même qu'on se rende compte que nous sommes une exception dans ce monde, il faut qu'on sorte de ce caractère exceptionnel pour faire quand même un travail qui puisse faire de notre pays un pays respectable. Est-ce que ces gens-là sont allés jusqu'à organiser un coup d'État? C'est peut-être un procès qui pourra permettre, s'il y a des preuves, d'élucider cette affaire. Mais je le dis encore, depuis décembre, il y avait des zones d'ombre dans cette affaire de coup d'État. Et aujourd'hui, quand ça va dans tous les sens, ça montre effectivement que ceux qui avaient accusé l'opposition, c'est eux-mêmes qui viennent accuser des gens à l'intérieur de leur propre parti. Ça veut dire que les choses ne sont toujours pas encore claires. Et justement, le procès de ce coup d'État tarde à venir. Oui, ça tarde à venir. Ils nous promettent de le faire en février 2019. Mais tout en le promettant, ils disent qu'il y a des difficultés parce que certains parmi les mercenaires dont ils parlent n'ont pas été arrêtés au niveau de la Guinée équatoriale. Ils ont été arrêtés au Cameroun et ils sont détenus au Cameroun. Et la Guinée équatoriale veut l'extradition de ces mercenaires pour organiser le procès. Mais ce qui est sûr, c'est que la Guinée équatoriale ne s'est pas empressée à organiser ce procès. La preuve, je me demande de quel procès il va s'agir, parce qu'avec ceux-là qu'on accuse d'avoir fait un coup d'État, il va falloir une nouvelle procédure quand même. Parce que la première procédure ne concerne pas les membres du parti. Ça concerne plutôt des membres de l'opposition, des mercenaires tchadiens, soudanais et centrafricains. J'allais dire, il y a un nouveau dossier qui vient. Est-ce qu'ils vont faire 2 procès ou bien est-ce qu'ils vont prendre ce dossier également ajouté au procès qui devait avoir lieu? S'ils doivent l'ajouter au procès qui devait avoir lieu, certainement, même la date proposée en février 2019, ce n'est pas évident que ce soit la date du procès. Et il faut quand même dire que ces expulsions interviennent quelques semaines après que les membres de la famille présidentielle ont été faits généraux. Est-ce qu'on essaye d'écarter des personnes qui leur porteraient ombrage?
Certainement, c'est à ça que les gens pensent, parce que parmi les gens qui ont été exclus, il y a de grosses têtes. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces grosses têtes ont osé contester de l'intérieur? Parce que, a priori, je ne vois pas en quoi le fils du président en particulier, puisqu'il a été fait général, en quoi ce fils du président doit être fait général. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a de militaire? Non seulement en quoi il doit être fait général, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il est en train de traîner des casseroles avec le problème des biens mal acquis. En France, où il a été condamné, avec le Brésil, où il a été attrapé récemment, avec à la limite une fortune. Comment celui-là, au lieu de le mettre au frigo pendant un temps pour qu'on l'oublie, on le fait monter en grade? C'est comme si on récompensait ce qu'il venait de faire comme bourde, sur lequel la Guinée équatoriale devrait se poser des questions, parce que on se demande comment ce pays-là fonctionne si le fils du président, qui est en même temps vice-président, peut se permettre toutes ces choses. Peut-être qu'à l'intérieur du parti, certains ont eu cet éclairage à l'intérieur pour dire aux gens, mais attendez, on va trop loin dans ce que nous sommes en train de faire, et on a voulu peut-être dire que c'est des gens qui peuvent gêner, qui peuvent empêcher éventuellement une dévolution du pouvoir de père en fils, parce qu'il est clair qu'on va vers cela pour la Guinée équatoriale. On a préféré les faire quitter le navire avant qu'il ne soit trop tard. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le régime de Obiang Nguema est complètement dans la paranoïa? En tout cas, si on prend toutes les fois où on a dit il y a eu des mercenaires qui ont tenté de traverser la frontière, quand on voit comment ils ont refusé pendant longtemps cet accord entre les pays de la zone qui voulaient créer la même chose qu'au niveau de la CEDEAO, la libre circulation des personnes et des biens, on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'ils ont peur de quelque chose? Et ici, la question pertinente, c'est pourquoi ils ont peur. C'est-à-dire, sont-ils suffisamment conscients que ce qu'ils font ne respecte pas les règles au point d'avoir peur? Ou bien, il ne faut pas qu'on l'oublie également, bien que la Guinée équatoriale a du pétrole, mais une bonne partie des populations de la Guinée équatoriale vivent en dessous du seuil de la pauvreté quand on regarde les documents du PNUD, etc. Est-ce que c'est parce qu'ils sont conscients de tous ces éléments qu'ils se sentent menacés au point de voir partout des gens qui sont prêts à faire des coups d'État, à les enlever du pouvoir? Il y a de quoi effectivement se poser la question. Mais cela se justifie-t-il parce que le régime d'Obiang maîtrise quand même le pays? L'opposition est complètement réduite à sa plus simple expression, l'armée est aux bottes. Oui, mais malgré cela, on a vu des pays où l'opposition a été réduite à la plus simple expression, voire même il n'y avait pas d'opposition. L'armée, même chose, mais on a vu des surprises parce que parfois, le coup d'État ou le changement de régime n'est pas venu de là où on l'attendait. Certainement, ils sont en train de faire également cette lecture en voyant l'expérience de beaucoup de pays africains où on a vu des coups d'État qui ont surpris tout le monde. Peut-être ils ne veulent pas être surpris, et raison pour laquelle ils essayent de voir un peu partout une menace par rapport à la continuation de ce régime. Et dans ce cas, effectivement, la paranoïa s'installe obligatoirement. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause à l'instant et après l'invité de ce soir.